Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? David Paquin, je suis professeur titulaire en création de nouveaux médias au département création de nouveaux médias à l'UQAT. Nous, aujourd'hui, on s'intéresse au numérique et tu as collaboré au projet DREAM, qui était un projet de réalité virtuelle pour soulager les enfants hospitalisés. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ce projet et puis nous expliquer aussi ce que c'est la réalité virtuelle? On a commencé à travailler sur le projet DREAM il y a 6 ans de ça. On avait une théorie au départ, était la suivante, c'est-à-dire que lorsqu'un enfant est soumis à plusieurs éléments de distraction au niveau sensoriel, un enfant ou un adulte, en référence à l'effet du portillon ou la théorie du portillon, on se disait que l'enfant pourrait en arriver à oublier ou à moins ressentir la douleur et l'anxiété liées à certaines interventions médicales. Donc, ce sont des discussions que, à l'époque, j'avais eues avec Jean-Simon Fortin, qui est un médecin d'urgence qui était venu vers moi pour réfléchir à un projet de réalité virtuelle dont l'objectif serait de, par la distraction, par sa puissance d'immersion, d'emmener à distraire les enfants pour que ces derniers aient moins de douleurs ressenties par rapport à certaines interventions ponctuelles. On appelle ça de la douleur procédurale. Donc, il y avait eu des recherches à l'époque menées dans les années 90 par Hunter Hanfmann, qui s'intéressait plus précisément à l'utilisation de la réalité virtuelle auprès des grands brûlés. Et les données avaient été plus que probantes. Par contre, dans les années 90, réalité virtuelle n'était pas encore démocratisée. Donc, pour avoir accès au matériel, on parlait de plusieurs dizaines de milliers de dollars. On s'est remis à s'y intéresser, à cette réalité virtuelle, dans un contexte de démocratisation. On nous en sommes arrivés à un prototype qui est Dreamland, qui par la suite a été validé via des essais cliniques et des études pilotes. Donc, on a passé plus de 200 patients qui ont testé, expérimenté Dreamland avec et sans Dreamland pour des interventions similaires. Et on est maintenant, après un travail sur la propriété intellectuelle, sur le point d'être prêt à distribuer et implanter le produit possiblement sous peu au Shiner, chez Sainte-Justine, Montreal Children's Hospital et d'autres clients potentiels. Et puis, toi, dans ce projet-là, c'était quoi ton rôle, ton implication? Moi, pour ma part, je suis responsable, un peu le directeur des technologies, donc tout ce qui touche à la techno, développement des contenus, direction artistique, direction technique. Mon partenaire, Jean-Simon Fortin, qui est un urgentologue, lui est en charge du transfert de technologie auprès des soins hospitaliers ou des différents services, différentes cliniques. Un collaborateur qui est très, très important au projet, Sylvie Lemay, qui est professeure-chercheur au CHU Sainte-Justine. Elle se spécialise en douleurs pédiatriques. Et elle, sur le terrain, valide et mesure l'impact des technologies auprès des patients. Visuellement, ça ressemble à quoi l'univers que vous avez créé? La cible étant 7 à 11 ans, on s'est beaucoup inspiré des univers un peu Nintendo, Mario Bros. Donc, c'est très ludique, c'est très, très coloré. Ça sollicite beaucoup les sens, visuellement, couleurs, design d'interaction. La sonorité aussi, le design sonore est très riche et très important. Pendant 5 ans ou 6 ans, on a travaillé à développer des contenus et le raffiner en fonction des retours des patients, mais aussi du personnel sur place. On s'est assuré que c'était aussi une solution très, très facile de prise en charge. Donc, on n'a pas le temps de passer à travers un tutoriel, par exemple. Les enfants, on leur met le casque sur la tête et en moins de 30 secondes, la prise en charge doit être faite. Donc, en termes de design d'interaction, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle un jeu Unreal avec un point and shoot. Évidemment, il n'y a pas de violence.
C'est un jeu non plus qui ne crée pas de cybermalaise. Donc ça, c'est un élément qu'on a dû doser. On ne veut pas que l'enfant soit plus inconfortable que l'inconfort créé par l'intervention à proprement parler. C'est un jeu qui est un peu universel par rapport aux valeurs qu'il véhicule. Évidemment, c'est du plaisir. Il faut aussi constamment que le jeune soit sollicité pour pas que ça crée de frustration. Il faut aussi que les joueurs plus aguerris trouvent leur compte. Donc, c'est un jeu qui intègre une forme d'intelligence artificielle et qui adapte la complexité ou les défis en fonction de la qualité du joueur. Donc, c'est des petites choses comme ça, des petites finesses qui font en sorte que notre jeu se distingue aussi de ce qu'on retrouve sur le marché. J'imagine que la réponse est oui, mais est-ce que les résultats, ils ont été concluants sur les tests que vous avez faits? Oui, si ça n'avait pas été le cas, je serais possiblement pas ici aujourd'hui pour vous en parler. Suivant les essais cliniques sur Dreamland, sur le projet PINS, donc le retrait des broches intra-osseuses, on a constaté que pour plus de 80% des patients, on parle de patients âgés de 7 à 12 ans, donc pour plus de 80% des patients, on a une réduction importante de l'anxiété. En ce qui a trait maintenant à la réduction de la douleur, on parle d'une réduction de la douleur dans plus de 60% des cas. C'est pour l'instant adapté aux enfants et puis pour certains types de soins. Est-ce qu'on peut imaginer que ça s'étende déjà à d'autres publics et puis pour d'autres secteurs de soins? Pour l'instant, cette thérapie numérique a été vraiment développée pour les 7 à 12 ou 13 ans. Ça repose beaucoup sur la gamification. Ça parle beaucoup à cette branche-là de la population. Maintenant, on est loin d'être convaincu que cette solution-là serait aussi efficace auprès d'une population plus âgée, voire senior. Et en ce sens, on est en train de réfléchir à une nouvelle solution qui serait développée par rapport à différentes contraintes et balises que nous imposent les populations plus âgées. Donc, possiblement que la dimension gamification serait moins présente. On tomberait plus dans une expérience réaliste, contemplative. On souhaite quand même intégrer une dimension de design d'interaction parce que c'est ce qui fait un peu notre force par rapport aux solutions, aux projets similaires aux nôtres. Donc, ça débouche sur de nouvelles opportunités. On identifie de nouvelles populations, des besoins. Il y a aussi des contraintes. Mais effectivement, Dreamland, c'est un peu la base de d'autres solutions qui émergent. Mais on va adapter ces solutions-là en fonction des besoins et des populations qu'on cible. Tu disais qu'il y avait des projets qui étaient similaires, des projets concurrents un peu. Est-ce que tu en connais? L'entreprise la plus connue qui développe des solutions similaires se nomme Applied VR, qui est une compagnie américaine. Par contre, eux, ils sont spécialisés dans la douleur chronique. Donc, ce n'est pas sur de la douleur procédurale comme nous. En France, il y a quelques compagnies qui se spécialisent aussi sur des solutions de thérapie numérique en réalité virtuelle. Par contre, eux, ils misent beaucoup sur la dimension hypnotique. Donc, on n'est pas dans une approche de gamification, design d'interaction. Ils intègrent beaucoup la dimension hypnose à leur solution VR. Je sais qu'en Europe, c'est beaucoup plus accepté et implanté dans le système, dans le milieu médical que ça peut l'être en Amérique du Nord. Je crois que l'Amérique du Nord n'est pas encore sensibilisée et préparée à ce type d'approche-là qui est pour certains un peu plus considéré comme étant un peu ésotérique, là. Ceci étant, c'est fait avec beaucoup de sérieux et c'est validé scientifiquement du côté de l'Europe. Hey, check ça! Ce qui est arrivé, c'est que j'ai joué au basketball pis ça a fait rupture du tendon d'Achille. Fait que là, mon quotidien, c'est de lire, binge-watcher Netflix et gamer. D'y lire, là. C'était juste pour bien paraître comme sur ton premier CV. Là. Durant l'été de ma dernière année de cégep, une couple d'années, je suis tombé sur le jeu Skyrim. Pendant
Pendant 3 jours consécutifs, ma routine de vie était me réveiller, ouvrir ma PS3 et m'aventurer dans l'univers de Skyrim. D'ailleurs, ma diète consistait seulement à manger un bagel au beurre aux 4 heures. J'ai catché que j'avais peut-être un problème quand j'ai vu que j'avais plus d'interactions sociales avec Pandurnax qu'avec mes amis. En effet, vous avez été plus perspicace que moi. En 2018, l'OMS a reconnu que la dépendance aux jeux vidéo était une maladie. Enfin, à cette ère où le numérique fait tellement partie de nos vies, faut pas être étonné de voir l'apparition de nouvelles formes de dépendance. Surtout quand c'est relié à la technologie, comme la cyberdépendance ou la dépendance aux jeux vidéo. Dans une étude de Brigham Young University, 90% des joueurs jouant à des jeux vidéo ne jouent pas d'une manière nuisible ou ayant des conséquences négatives à long terme. Les autres 10%, ben, ils nous éclatent tout à Fortnite. Mais c'est quoi ça, une dépendance? D'après le DSM-5, c'est un comportement persistant et récurrent lié à l'utilisation d'une substance ou un comportement causant une détresse ou une perte de fonctionnement clinique significative. D'ailleurs, les jeux vidéo se caractérisent plutôt dans la section des troubles non liés aux substances. En gros, c'est une dépendance comportementale, un besoin psychologique lié à un comportement obsessif ou compulsif, ou que le manque se manifeste par des symptômes psychologiques, anxiété sévère, détresse, frustration, insomnie, mauvaise humeur. Tout ça devient dangereux quand ça vient toucher ta vie personnelle. Ben c'est là le gros danger de la dépendance. Quand tu fais tout disparaître autour de toi pour juste monter de rank dans un jeu. Bon, là vous me connaissez, c'est sûr, c'est pas juste la faute du gamer. Ça serait trop facile de pointer du doigt que l'addiction vient simplement de lui. Je crois aussi que les grandes compagnies ont une certaine part dans le développement de cette dépendance. La plupart des jeux aujourd'hui utilisent un système de monnaie virtuelle dans leur propre jeu. Par exemple, Fortnite a les V-Bucks, FIFA a les FIFA Points. Cette monnaie virtuelle peut être accumulée en jouant, bien entendu. Par exemple, tu fais une partie de 10 minutes, tu vas peut-être gagner 1 point de monnaie virtuelle. Ça, c'est un exemple. Mais là, un gars qui connaît pas ça, ben, déjà dépensé. Puis si tu fais le plus large, ben, tu peux utiliser ta propre argent pour acheter plus de monnaie virtuelle. C'est ce qu'on appelle la microtransaction. Quoi ça sert ça? Bon, ça peut permettre d'améliorer ton personnage, lui donner une nouvelle esthétique, voir de nouveaux joueurs dans ton équipe, par exemple avec les jeux de cartes, donner accès à des nouvelles choses que tu vas pouvoir collectionner, tout ça là. C'est souvent plus là comme un ajout au jeu finalement, et ça peut permettre à certains même de devenir meilleurs plus vite. Donc ceux qui dépensent tout de suite plus vont être meilleurs plus rapidement que ceux qui n'ont pas dépensé puis qui jouent et essaient de jouer au jeu plus longtemps. Une autre chose qu'on pouvait appeler le pay to win, payer pour gagner, qu'on voit énormément en ce moment. Sauf que là, en 2017, grosse polémique dans le monde du jeu vidéo lorsque EA sort le jeu Star Wars Battlefront 2. Le jeu est vendu à un prix régulier, mais oups, pour avoir l'intégralité du jeu, il faut acheter des loot box. C'est quoi ça, un loot box? Un loot box, c'est comme un sac surprise. C'est pas tout ce qu'il y a dedans, mais avec une certaine somme de monnaie virtuelle, tu peux en acheter un, puis découvrir, puis là faire « Oh! Ah, ça j'en ai pas! Ah ouais, le beau chapeau! Ah ouais, ça j'en ai pas! » En gros, c'est que tu joues avec de l'argent fictif. Ça ressemble un peu... On jase, là. Tu sais, ça ressemble vraiment pas à des jeux d'hasard. C'est ici qu'il y a eu une genre de prise de conscience collectivement et au niveau gouvernemental qui a fait du bien. Certains ont compris que ça s'apparente étrangement à des jeux d'argent. Du gambling, qui est illégal dans plusieurs pays pour les mineurs. Cette pratique commerciale-là a fait couler beaucoup d'encre en 2017. Certains pays ont dû faire des enquêtes justement si c'était du gambling. Finalement, ça a l'air que non. Mais il y a certains pays qui ont réussi à réguler cette pratique. Donc, il y a eu le Japon, la Chine, les Pays-Bas et la Belgique. C'est tout. Mais est-ce que c'était vraiment du gambling? En fait, d'une façon, le fait de payer pour avoir plus d'argent virtuel et de jouer avec cet argent virtuel sur quelque chose d'aléatoire, d'une certaine façon, démontre que c'est du jeu. À revenir à nos dragons, sachant que certaines compagnies utilisent un système de monnaie dans leurs jeux qui s'apparente étrangement à du gambling, pouvons-nous avoir une crainte d'un développement d'une dépendance aux jeux dans les jeux vidéo? C'est le genre de choses que les experts disent que nous allons voir dans le futur. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses, Partournax? Vous commencez peut-être à voir le monde à la manière d'un dauphin. Pour commencer, je vais te proposer tout simplement de te présenter. Ben moi, c'est Kim Valade. Je suis directrice générale chez Meglab. Ça fait déjà plus de 8 ans que je travaille ici.
J'ai commencé principalement aux ventes et au marketing. Puis tranquillement, actuellement, là, j'ai pris le poste de direction générale cet automne. Est-ce que justement tu peux nous présenter ce que c'est MakeLab depuis quand ça existe, l'émission, qu'est-ce que vous faites? MakeLab, c'est une entreprise qui existe depuis maintenant plus de 25 ans. Il y a environ 275 personnes qui font partie de l'équipe. Au début, c'était une entreprise qui a commencé en électronique, principalement par des systèmes électroniques pour améliorer la santé et sécurité dans les mines. Puis après ça, on a continué à développer notre offre. On a apporté toute la portion électrique, l'automatisation, tout ce qui est télécommunication. Donc, on est des experts du domaine minier qui amènent des solutions pour améliorer l'aspect de la mine digitale, la mine connectée, la mine automatisée, la mine verte, finalement la mine autonome vers où on veut aller. On a probablement la meilleure main-d'œuvre au monde dans le secteur minier. Donc, il y a des gens qui travaillent un peu partout, puis eux, ils nous amènent dans leurs projets. Donc, MakeLab, c'est une entreprise qui a travaillé dans plusieurs pays à travers les années. Okay. Actuellement, on travaille beaucoup au Mexique ou en en République dominicaine. Vous avez développé la solution Imagine. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est? Imagine, c'est une solution, un système dont on est très fiers parce que dans les premières années qu'on avait commencé à intégrer la localisation souterraine, donc c'est la localisation de l'ensemble des personnes et des véhicules sous terre, on avait commencé avec des solutions qu'on avait trouvées, qu'on avait mis ensemble, qu'on avait intégrées pour faire fonctionner un système complet. Donc, notre système Imagine, c'est une plateforme qui est évolutive, qui est flexible aussi, puis qui permet de continuer à bâtir sur ces technologies-là. Principalement, c'est une plateforme qui permet de savoir où sont les personnes sous terre, okay. Les véhicules. Ça nous permet d'aller beaucoup plus loin avec l'information qu'on recueille. Après ça, on peut prendre des décisions ou on peut aussi automatiser différents systèmes, par exemple la ventilation. C'est un système qui, oui, améliore la santé et sécurité d'abord, mais aussi permet d'aller beaucoup plus loin au niveau de la réduction de l'empreinte écologique des projets. Par exemple, la ventilation, on peut penser à économiser de 40 à 50 % d'économie d'énergie. Puis, avec les mines avec qui on travaille actuellement, bien, ça nous permet encore d'aller plus loin. On peut penser à avoir des tableaux de bord, par exemple, qui nous permettent de mieux comprendre les activités souterraines puis de réagir, de prendre des décisions en temps réel, d'ajuster nos plans de travail en fonction de ce qui se passe. Et est-ce que cette solution, c'est possible de l'implanter dans toutes les mines? Est-ce qu'il y a des conditions qui sont prérequises? Dans le fond, il y a des requis au niveau les systèmes de télécommunication souterraines. Par contre, c'est un système qui devrait, à mon point de vue, devrait être installé dans toutes les mines. Partout, ouais. Parce que ça permet, oui, d'économiser des coûts, mais aussi d'assurer la sécurité des travailleurs. Donc, MakeLab, en ayant des gens qui sont spécialisés en télécommunications minières, ça nous permet de faire un audit, par exemple, d'une mine, puis de voir est-ce que leur système de communication permet d'implanter le système Imagine. Mais sinon, en général, avec peut-être certains ajustements, on est capable d'implanter Imagine. Le déploiement va dépendre beaucoup des objectifs de la mine. Donc, c'est un système qui n'est pas obligé d'avoir une couverture, par exemple, à 100% partout pour aller apporter un certain niveau d'information. On peut localiser des bornes seulement aux différents niveaux, par exemple. Si on parlait de santé et sécurité, on va envoyer un signal d'alarme vers une lampe pour faire flasher en cas d'évacuation minière, par exemple. Bien, on est capable de le faire diriger avec un système de radio assez conventionnel partout où il y a une antenne. On voulait que ça soit un système qui est facile, qui est accessible, qui s'implante facilement dans les équipes aussi, qui est facile à intégrer dans les équipes. Donc, ça ne change rien pour la personne qui travaille dans le domaine minier. Il y a toujours sa lampe. Puis c'est juste que ça augmente sa sécurité. Au-delà de la question de la sécurité, c'est quoi les autres avantages de la solution Imagine? Oui, la santé et sécurité, il y a aussi la réduction au niveau de l'empreinte écologique et l'optimisation des opérations. Dans les récents développements, on a sorti aussi le Traffic Control, qui est la gestion du trafic, qui permet, étant donné qu'on sait où sont les véhicules, on est capable de mieux contrôler, mieux gérer la circulation sous terre. Et prendre des décisions dans ce sens-là. Donc, ça améliore beaucoup les opérations. Les gens qui ont à prendre des décisions aussi, ils ont l'information en temps réel sur les activités. Donc, ça améliore la productivité, ça réduit les coûts. Tu parlais tout à l'heure que vous aviez des systèmes pour automatiser les véhicules.
Est-ce qu'on peut, par exemple, imaginer une mine du futur où il n'y aura plus personne sous terre? Bien, en fait, on parle de c'est quoi la mine du futur? Bien, c'est assurément une mine qui est automatisée avec des systèmes qui sont intelligents, des systèmes digitaux qui nous permettent d'avoir une flotte de véhicules qui est opérée à partir de la surface ou complètement automatisée. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'il y a un rythme de passage, il y a une transition à faire, il y a des formations professionnelles, des formations universitaires à aller développer aussi dans ce sens-là. Puis c'est pour ça qu'il y a l'Institut national des mines, par exemple, qui existe. Il y a le Centre de formation professionnelle. On travaille aussi avec l'université. C'est vraiment un travail de collaboration avec les différentes institutions pour être capable d'offrir une mine qui est complètement automatisée. Parce que les métiers vont changer. Est-ce que vous avez des projets à venir? Chez McLab, on a plusieurs projets. On a une équipe de recherche, développement et d'innovation qui travaille à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'électrification ou que ce soit au niveau de la digitalisation. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on développe des applications web, on développe du matériel électronique ici en Abitibi, mais on travaille aussi avec d'autres entreprises qui viennent comme collaborateurs pour faire avancer le progrès. Donc, on croit beaucoup à l'innovation ouverte. On commence une cohorte avec 48e Nord, qui est un ORPEX ici, IMISA, pour un programme qui s'appelle Molécule. C'est une activité qu'on va faire on va trouver des startups qui sont dans des champs d'application, par exemple gestion de données, intelligence artificielle, jeux vidéo, des choses comme ça, pour venir accélérer un peu le rythme de l'innovation, puis aller encore plus loin. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, moi, je m'appelle Anne Despatie. Je suis infirmière praticienne, puis je travaille au Centre de santé communautaire du Grand Sudbury. Puis je suis originaire de la région, alors je suis née à Sudbury, puis ça fait toute ma vie que je reste ici. Est-ce que tu peux nous présenter le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury? Oui, absolument. Sur le Centre de santé, c'est un organisme qui travaille vraiment à améliorer la santé des francophones de la région du Grand Sudbury. Alors, on fait ça vraiment de deux façons. Une des façons, c'est au niveau de la programmation communautaire. Alors, on offre une variété de programmes puis de groupes communautaires, par exemple comme café social, des cours d'exercice, des groupes sur des sujets particuliers, alors comme la gestion de la maladie chronique, puis autre chose. La deuxième façon qu'on travaille à améliorer la santé des francophones, c'est au niveau de nos services de soins de santé primaires. Alors, on a 3 sites vraiment dans la région de Sudbury. Alors, un de nos sites, c'est à Sudbury, comme dans le centre-ville. On a aussi un site à Chelmsford, puis à Valley-Est, qui sont des communautés dans la région de Sudbury. Alors, dans ces sites, on a une équipe multidisciplinaire, alors une variété d'intervenants qui travaillent avec nos patients de soins primaires. Alors, on a des secrétaires médicales, diététistes, travailleuses sociales, des infirmières autorisées, infirmières praticiennes, puis aussi des médecins. On a aussi un site à Gogama. Alors, Gogama, c'est comme une toute petite ville à 2 heures au nord de Sudbury. Puis, on offre des soins virtuels. Justement, nous, aujourd'hui, on s'intéresse au numérique et comme tu viens de le dire, vous proposez un service de télémédecine. Depuis quand il existe ce service-là et puis comment ça fonctionne concrètement? Oui, c'est ça. Ça fait plusieurs années vraiment qu'on offre des soins virtuels à un certain point. Alors, il y a un programme qui s'appelle le programme OTN. C'est un programme de télémédecine qu'on a vraiment utilisé pour lier les patients avec des médecins spécialisés de façon virtuelle. Alors, peut-être des médecins spécialisés qu'on n'a pas dans la région ou que l'accès est limité à cause de listes d'attente, des choses comme ça. Mais les intervenants sont nous autres, comme intervenants en soins primaires. On a commencé à offrir des soins virtuels vraiment au début de la pandémie. Alors, quand la pandémie a commencé l'année dernière, il y a eu des restrictions au niveau des rendez-vous en personne. Puis ça a vraiment limité la façon qu'on a pu offrir des soins. Nos rendez-vous sont vraiment automatiquement virtuels, à moins que c'est des exceptions. Par exemple, comme des vaccins et des immunisations, on ne peut pas offrir ça de façon virtuelle, là. Alors, c'est pas mal facile. Le client appelle pour faire son rendez-vous. On
les secrétaires le mettent à l'horaire. Ensuite, un lien est envoyé. Puis au moment du rendez-vous, fait juste ça travaille le courriel, rentre dans leur courriel, ils cliquent, puis le rendez-vous est débuté. Alors, ça nous permet de faire nos rendez-vous, faire la collecte de données, l'anamnèse, puis l'examen physique à un certain point, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout faire, là. C'était pas mal au fur et à mesure qu'on travaillait un peu plus avec le système, qu'on a appris comment le faire. On a eu une petite formation au début, plutôt comme du côté technique, alors comment se lier, puis faire certain que notre micro fonctionne, puis tout ça, là. Mais c'est vraiment... on apprend comme qu'on avance. Ce genre de pratique, c'est sûrement un peu déroutant pour la partie de la population qui est un peu plus âgée et puis qui est moins habituée aux technologies. Pourtant, c'est à elle qu'elle peut être le plus bénéfique parce que ça leur évite de se déplacer. C'est plus pratique, en fait. Comment est-ce que vous faites pour gérer ça? Et puis, est-ce que ces personnes-là sont conquises par ce système? C'est pas idéal, puis on préférerait voir les gens en personne, mais vraiment, c'est bien allé. On a plusieurs de nos clients âgés, même avant la pandémie, l'hiver, spécialement les tempêtes de neige, ne voulaient pas partir de la maison. Il n'y avait pas des tours, il y avait peur de tomber, glisser sur la glace. Alors, de ce côté-là, ça fonctionne bien. Les membres de famille que souvent accompagnaient les clients au rendez-vous, soit leurs enfants, leurs petits-enfants, c'est eux autres qui ont vraiment pris la relève puis qui ont fait certain que leurs membres de famille avaient soit une tablette ou un téléphone cellulaire pour être capable de se connecter. Puis pour notre population, les jeunes, c'est tellement facile pour eux autres, la technologie, puis de se lier. On voit aussi plusieurs clients qu'auparavant, c'est pas facile de prendre une demi-journée de congé pour un rendez-vous médical pour 30 minutes. Alors souvent, c'est nos clients qu'on ne voyait pas régulièrement. Puis maintenant, c'est facile de prendre une pause de 15-20 minutes, aller s'asseoir dans son auto, puis parler avec son intervenant. Cette situation nous a vraiment forcés à apprendre la télémédecine, puis d'utiliser ça. Puis je pense vraiment que ça a sa place dans le futur. Et certaines choses qu'on a apprises de la pandémie, c'est par exemple la télémédecine, puis vraiment appliquer ça à notre pratique. Et puis au niveau du personnel de santé, comment c'est perçu? Est-ce que ils préfèrent quand même les rendez-vous en présentiel ou est-ce que finalement le virtuel, ça apporte aussi une certaine facilité et puis c'est plus pratique aussi pour eux? Évidemment, tout le monde préfère se voir en personne. Le non-verbal de la personne, c'est pas toujours idéal, virtuel. Par contre, la santé, la médecine, c'est vraiment un champ qui est toujours en évolution. Alors, nous autres, on est habitués que les choses changent constamment, qu'on a des nouvelles données, notre pratique change. Alors, c'est juste un autre changement, une autre façon qu'on doit s'adapter pour vraiment être capable d'offrir des excellents soins à notre population. Et puis, tu le disais un peu tout à l'heure, mais est-ce que vous proposez d'autres activités en virtuel au centre de santé? Oui, absolument. Comme j'ai mentionné tantôt, on a notre côté communautaire. Alors, c'était la même chose de ce côté-là. Au début de la pandémie, tout a fallu arrêter. Nos groupes et nos programmes ont été annulés. On a beaucoup de clients qui vivent seuls, qui sont isolés en communauté. Puis ces groupes-là, c'était vraiment leur chance de socialiser, de se regrouper, de jaser, se faire des amis. Puis quand on entend la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui parlent de problèmes de santé mentale, d'isolement social, d'anxiété, dépression. Alors vraiment, c'était important pour nous autres de adapter nos programmes, notre programmation, puis vraiment en créer des nouvelles qui peuvent être faites virtuelles. Alors, notre groupe communautaire a vraiment travaillé fort à faire ça. Puis au début, c'est la même chose. Le monde ne savait pas combien longtemps la pandémie était pour durer. Alors, la participation n'était pas aussi élevée. Mais maintenant que ça fait une bonne année qu'on est dans cette nouvelle réalité, que la participation au niveau de nos programmes communautaires virtuels a beaucoup, beaucoup augmenté. Puis ça va très bien.